Mais l'expérience de la maladie est quelque chose qui te touche énormément, mais tout dépend de la façon dans laquelle on la vit. C'est l'intuition en fait qui m'a sauvée, évidemment à côté de l'intuition du médecin, bien entendu. Donc, moi, je sens vraiment d'avoir construit vraiment une alliance thérapeutique. Et je me suis dit que c'était vraiment le moment de transformer cette expérience de la maladie en quelque chose de positif. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Ah, cette relation patient-soignant, cette relation si importante basée sur l'authenticité et la transparence et qui devrait tendre vers une certaine horizontalité. Comme dans toute relation, il y a deux intervenants. En anglais, ils disent « It takes two to tango ». Il faut deux personnes pour danser le tango, deux acteurs, le patient et le soignant, deux humains avec des émotions humaines. Mariangela parle d'une alliance thérapeutique. Elle a la conviction que cette alliance se construit à deux, mais elle nous dit que ce n'est pas toujours évident. Un patient qui a encore du mal à accepter sa maladie, un patient qui éprouve une certaine rage par rapport à tout ce qui lui arrive et qui peut même la reporter sur les médecins, peut avoir des difficultés à créer cette alliance thérapeutique dans un premier temps. Ça prend du temps, de la patience et un travail de la part des deux intervenants. Mariangela va nous parler de cette relation patient-médecin et elle en a même fait son métier puisqu'elle est diplômée au partenariat patient-soignant. Le titre exact de la profession est patiente partenaire ou patiente experte, mais Mariangela préfère le titre patiente partenaire. Elle a été frappée par un lymphome non-Hodgkin agressif il y a 5 ans. La période avant la découverte de la maladie a été vraiment très compliquée pour elle. Elle utilise même le terme cauchemar pour décrire cette période pendant laquelle elle ne s'est pas sentie entendue ni comprise par les médecins. C'était une période vraiment étrange, car elle ne s'est pas sentie crédible non plus, parce qu'elle présentait des symptômes qui apparaissaient et disparaissaient parfois quand elle se présentait à l'hôpital. J'ai senti beaucoup de confusion chez elle quand elle parle de toute cette période. Et elle cherche encore à comprendre cette espèce d'état où elle se sentait incomprise, où chaque jour était une bataille parce qu'elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Elle voyait son corps se métamorphoser et elle dit aussi qu'elle ne s'est peut-être pas non plus bien exprimée pour expliquer ce qui lui arrivait. Bref, beaucoup de confusion. Une période pas si longue puisqu'on parle de 3 semaines, mais qui peut paraître interminable quand on ne sait vraiment pas ce qui nous arrive. À l'entendre, je réalise que ce n'est pas toujours évident d'établir un diagnostic quand les douleurs sont diffuses et à des endroits différents, quand les symptômes ne sont pas si clairs, entre guillemets, et quand les patients sont jeunes. Pas nécessaire d'alerter qui que ce soit ici ni de verser dans la surinquiétude aux moindres symptômes, mais ce que j'entends souvent, c'est que le patient a une intuition, une petite voix qui lui dit que le souci est plus grave, que le souci requiert une attention particulière. Vigilance, écoute du corps et consulter si les symptômes durent. Mariangela a eu l'intuition qu'elle devait rencontrer le 7e médecin, son ange, un chirurgien maxillofacial, donc a priori rien à voir avec le lymphome. Un ange qui, lui aussi, a eu l'intuition que le problème était grave et qu'il fallait agir vite. La médecine n'est pas une science exacte et il faut parfois procéder par étapes et élimination. C'est un sujet que j'aimerais traiter sur le podcast. Est-ce qu'il faut balancer des biopsies à la moindre inquiétude? Est-ce qu'il faut rester raisonnable? Tout un débat aussi, mais pour un autre jour. Je peux dire que Mariangela a presque été soulagée par l'annonce du diagnostic. Enfin, elle s'est sentie entendue. Enfin, elle comprenait ce qui lui arrivait. Très vite après l'annonce, elle a décidé de devenir actrice de sa maladie, de prendre part activement à son parcours de soins et à cette alliance thérapeutique. Pour elle, c'est la clé et la raison pour laquelle elle milite aujourd'hui. Elle a transformé toute cette épreuve en une belle opportunité, celle de créer une association francophone pour les patients atteints d'un lymphome, pour la Belgique, et elle a terminé sa formation de patient partenaire qui va lui permettre de non seulement accompagner les patients, mais également intervenir en tant que patient formateur dans la formation des futurs médecins. Je trouve que c'est une magnifique évolution de voir que les patients interviennent dans ces formations pour que les deux savoirs, celui du patient
et celui du professionnel de la santé deviennent complémentaires pour aider les patients à mieux vivre leur maladie. Nous avions déjà parlé de cette nouvelle profession de patient expert ou patient partenaire dans l'épisode 17 avec Antti. Espérons que tout cela se développe bien dans les années à venir. Le patient partenaire ou patient expert a transformé son expérience en expertise. Je vais clôturer cette intro en vous invitant à aller voir la page de Mariangela sur mon site et tout ce qu'elle a mis en place pour accompagner les patients dans leur parcours de soins. Vous y trouverez tous les liens vers son association et vers son blog. Je vous invite aussi à découvrir comment elle a transformé cette épreuve en opportunité de faire des choses qu'elle aime, de trouver l'humain dans tout ce qu'elle entreprend, d'être plus bienveillante vis-à-vis d'elle-même et de finalement retirer beaucoup de cette expérience. Merci à elle et bonne écoute. Bonjour Mariangela. Bonjour Delphine. Quelle chance j'ai que tu aies accepté de venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Alors, on a un petit podcast international aujourd'hui parce que tu es italienne, tu habites à Montpellier, ton cœur est un petit peu en Belgique aussi ou pas? Oui, beaucoup en Belgique. Beaucoup oui. en Belgique. Et on s'est rencontrés, je pense, il y a un an, quelque chose comme ça, pour une table ronde. Et, oui, il y a quelques mois. Voilà, et j'avais été, je me souvenais vraiment très très bien de toi et j'avais été très marquée par ton témoignage et je suis vraiment contente que tu racontes ton histoire qui est assez particulière. Et donc voilà, je vais te laisser commencer par te juste te présenter, donner ton âge, quelques mots sur toi et puis évidemment l'événement qui a frappé, qui a changé ta vie. Et puis, tu commences où tu veux, tu termines où tu veux, tu nous emmènes dans ton histoire. Et puis, évidemment, je te demanderai de parler de tes projets futurs par rapport à tout cet événement. D'accord, super. Merci Delphine, merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, même honorée. Alors, donc moi, j'ai 37 ans, bientôt 38. Comme tu l'as dit, je suis italienne, donc j'ai vécu 9 ans à Bruxelles et j'habite maintenant à Montpellier. Donc, je me définis une patiente ou une personne internationale parce que voilà, mes intérêts sont sur la France, la Belgique et l'Italie. Mais comme tu disais, mon cœur est surtout en Belgique. Pourquoi? Parce que non seulement j'habitais pendant 9 ans à Bruxelles, mais j'étais soignée d'un lymphome à Bruxelles. Donc, j'ai eu un cancer il y a presque 5 ans. Aujourd'hui, heureusement, en rémission. Et donc, ce cancer, ce lymphome a un petit peu changé ma vie de façon positive pour moi. C'était l'occasion de transformer en fait ma vie. Donc, j'ai essayé de transformer cet épisode dans une opportunité de quelque façon. Écoute, alors c'est déjà, on commence déjà en force, de manière très très positive. Est-ce que tu peux nous parler? Bon, je sais que le diagnostic a été difficile à établir et j'aimerais que tu nous parles de ça, justement, de cette parfois cette difficulté d'établir un diagnostic. L'histoire a été assez longue, donc je pense que ça peut servir vraiment à énormément de personnes. Oui, tout à fait. Alors, avant de commencer, donc j'aimerais bien dire que j'ai eu un parcours au niveau de relations patient-soignant excellent. Donc, c'est une chose que je tiens à préciser. Voilà. J'ai un souvenir parfait, impeccable. J'étais vraiment chuchotée. J'ai rencontré des anges qui m'ont soignée. Je tiens à dire toutes les petites notes que j'avais prises au préalable. J'ai regardé, j'ai écrit ange, je sais pas combien de fois. Exactement. Des anges. Oui, parce que j'ai vraiment eu des anges qui m'ont sauvé la vie et qui m'ont chuchoté, qui m'ont vraiment traité de façon impeccable. Donc, aussi bien moi que ma famille. Ça, c'est très important pour moi. Mais effectivement, comme je te disais, le diagnostic n'a pas été simple. Donc, moi, j'étais diagnostiquée d'un lymphome B, à grandes cellules agressif. Donc, c'est un lymphome que, apparemment, donc, se développe assez rapidement, apparemment. Pour arriver à la découverte d'un lymphome, c'était pas du tout simple. Donc, j'étais diagnostiquée d'un lymphome le 8 mars 2016. J'étais hospitalisée en oncologie. Et c'est quelques jours après, évidemment, qu'on a découvert que j'avais un lymphome. On a fait tous les examens. Mais avant ça, pour moi, c'est le mois de février 2016 qui était un cauchemar. Donc, c'est ce mois-là qui est pour moi beaucoup plus douloureux à raconter. Okay. Ça, certaines fois, c'est très émouvant aussi parce que pour moi, cette période avant la découverte du diagnostic, c'était une période de grande souffrance, un sentiment de incompréhension, de ne pas être comprise, de ne pas être écoutée et entendue dans ma souffrance, en fait. Donc, pourquoi?
Alors, tu Donc, peux nous expliquer un peu plus en détail, en fait, tout à fait. pourquoi tu n'as pas été entendue et la difficulté, en fait, du diagnostic, oui. Oui, donc justement, donc j'ai pas été entendue, mais peut-être j'ai pas non plus été capable de bien exprimer donc ce que je ressentissais et ma souffrance. Donc ça, encore aujourd'hui, j'ai du mal en fait à comprendre. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais plein donc de douleurs au niveau du dos, du bras. Je vais pas trop entrer dans les détails parce que dans les derniers mois, en fait, le dernier mois avant le diagnostic, mon corps visiblement avait un petit peu changé au niveau du visage, donc je me reconnaissais plus. Mais Donc, est-ce j'ai que vraiment vécu une métamorphose. tu peux quand même Oui. juste un peu nous dire, voilà, le type de douleur que tu as eu pour mener à, voilà, pour comprendre, en fait, et arriver à ce diagnostic? Oui, donc il y a quelques mois déjà, même 6 mois avant, plus ou moins, j'avais des douleurs au bras, donc aux dents et des fortes douleurs au dos. Oui. Mais voilà, ça après, ça signifie tout et rien. Donc je vais pas faire paniquer les gens dans le sens qu'une douleur au bras, une douleur au dos, ça peut signifier plein de choses. Mais c'est très complexe parce que c'est à des endroits tellement différents dans le corps, en fait. C'est ça la complexité. À des endroits différents, mais comment dire, c'est des douleurs qui viennent et qui viennent un peu puis qui disparaissent. Donc, ce qui fait plutôt penser normalement à lymphome, c'est des transpirations, des sueurs pendant la nuit. Ce que j'avais. Mais en même temps, je souffrais aussi de hyperthyroïdisme. Donc, peut-être c'était aussi ça. Oui. J'avais beaucoup maigri et donc c'était aussi à cause du fait qu'avant, donc, je prenais un traitement pour la thyroïde qui avait fait que j'avais maigri. Donc, après, je l'avais interrompu. Je veux dire, il y a plein de choses. En fait, on pense jamais, donc, avoir un cancer. Donc, je veux dire, ça sont des symptômes qu'on peut associer à beaucoup d'autres pathologies. Oui. Donc, mais c'était vraiment le mois avant ma maladie que la découverte de l'annonce en février, que j'ai vu vraiment mon corps changer. Donc, j'avais presque eu une métamorphose au niveau du visage, j'avais commencé à gonfler, donc mon cou avait gonflé, même quelques semaines vraiment avant la découverte de la maladie. C'est pour ça que j'ai dit que donc mon typologie de lymphome était quelque chose de très agressif et il est fort probable que tout ça s'est développé vraiment à la dernière minute et que les symptômes que j'avais avant, est-ce que c'était vraiment lié à la maladie ou est-ce que c'était des symptômes qui étaient aussi associés à d'autres formes, un petit peu de stress, mal au dos parce que je souffre de scoliose, voilà. Ça, je suis pas en mesure de l'expliquer et les médecins non plus, dans le sens que moi, j'ai eu un type de lymphome agressif. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est les derniers mois que j'ai eu un changement au niveau de mon visage, surtout les 2-3 dernières semaines. Donc, mon cou qui avait vraiment gonflé, mais vraiment, vraiment gonflé. J'étais même arrivée au point de prendre des photos de moi-même parce qu'il y avait des moments où je me reconnaissais plus. Oui. J'étais complètement devenue presque le visage d'une personne qui est obèse. Donc, j'avais aussi plein de hématomes, de bleu, une ceinture de bleu au-dessus de ma poitrine. Donc, il y avait plein de choses que visiblement marquaient ces changements. J'arrivais pas trop bien à respirer pendant la nuit. Je me sentais un poids sur ma poitrine. J'arrivais presque plus à avaler. Et qu'est-ce que les médecins disaient à ce moment-là, alors, quand tu allais voir? Comment ça se passait? Alors, en fait, c'était quelque chose de très rapide. Et en même temps, il y avait des journées où je me levais et j'avais le cou super gonfle, le visage gonfle. Après, j'allais aux urgences et le visage dégonflé. Et donc, du coup, j'étais même pas trop crédible. Donc, parce que c'était 2 heures avant, c'était comme ça. 2 heures après, les faits étaient complètement différents. Donc, c'était vraiment les jours avant ma maladie que un médecin que j'ai défini mon âge a vraiment compris la gravité de la chose. Et c'est vraiment les derniers jours avant la découverte du diagnostic que je pense que tous les symptômes étaient tellement visible sur mon corps, ce qui n'est pas toujours le cas, je veux dire, parce que quand on a un lymphome, il y a des fois où il y a, entre guillemets, juste de la fièvre et un ganglion, une petite boule au niveau du cou. Il y a presque pas souvent tous ces symptômes en même temps. Moi, j'avais un cou gonflé, plein de ganglions gonflés, donc. Mais les autres n'ont pas imaginé ça? Non, en fait, en total, j'ai vu 7 médecins, en incluant aussi le médecin que j'ai vu aux urgences. Donc, il faut aussi dire qu'aux urgences, il y a vraiment des cas à l'apparence beaucoup plus dangereux. Oui. Je veux dire, des cas qui demandent beaucoup plus de urgence. Quelqu'un qui a la jambe cassée, qui a du sang. Moi, en même temps, j'étais arrivée aux urgences avec mes jambes, avec, voilà, mon visage gonflé, mais en même temps, voilà. Donc, du coup, comment établir la gravité vraiment de la chose? Donc, même au médecin traitant, il a eu vraiment du mal à comprendre
comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que c'est un cancer compliqué à diagnostiquer? Est-ce que c'est parce que tu étais jeune et du coup on dit ben voilà, elle est jeune, c'est certainement ça. Pourquoi est-ce que c'était si compliqué à diagnostiquer? Ou je vais plutôt dire, j'ai interviewé énormément de femmes où le diagnostic était compliqué aussi parce qu'en fait elles sont jeunes. Et est-ce que c'est une idée? Est-ce qu'on se dit ben voilà, elle est jeune, on n'imagine pas en fait le cancer. Je suis quand même vraiment étonnée dans pas mal d'interviews que j'ai, c'est vraiment cette complexité du diagnostic pour certaines personnes très jeunes ou alors des personnes enceintes. Donc on met ça sous le filtre de la grossesse, sous le filtre de la jeunesse, et que c'est pas toujours si évident en fait. Alors je pense pas en fait que c'est une question de jeunesse dans mon cas, parce que malheureusement le lymphome c'est quelque chose qui arrive aux jeunes, qui se développe, qui arrive aussi aux jeunes. Ça dépend du type de lymphome évidemment, donc je rentre pas trop dans les détails parce que j'ai peur un peu de dire des choses au niveau médical, voilà, qui sont très spécifiques. Mais donc le lymphome est quand même une maladie qui aujourd'hui touche aussi les jeunes, même les gens. Même les gens aussi plus âgés, je veux dire, mais c'est pas si étonnant. Moi, je pense que la difficulté pour moi, c'était pour le fait que j'avais tellement beaucoup de symptômes en même temps, c'était difficile de comprendre. Il y avait en fait plein de symptômes en même temps. Et surtout, mon corps c'est comme s'il a cumulé toute une série de symptômes. En fait, un coup géant, vraiment, qui avait dédoublé de dimension. Je pense que le médecin n'avait presque jamais vu ça. Donc, normalement, quand j'entends d'autres personnes autour de moi qui ont eu un lymphome, ils ont eu des symptômes qui sont, entre guillemets, un peu plus faciles à reconnaître parce qu'on sait qu'il y a certains symptômes. Maintenant, je reviens par rapport à ce que tu as dit. En fait, je ne me suis pas sentie entendue, comprise, prise au sérieux. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant tout ce temps-là? Parce que j'imagine que ça doit arriver. Et voilà, est-ce que tu peux témoigner? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que ça faisait, cette solitude? Est-ce que tu avais l'impression qu'on te croyait pas? Ou est-ce que tu avais toi-même l'impression peut-être que tu étais hypocondriaque? Comment ça se passait? Alors, à la base, j'étais quelqu'un d'hypocondriaque, ça c'est sûr. Mais c'était, en fait, voilà, tu parles justement de beaucoup de temps. C'est en fait 3 semaines, 4 semaines avant la maladie que je me suis sentie comme ça. Oui. Donc, c'est pas en fait si long. Mais pour moi, c'était un temps lent qui allait vraiment parce que à chaque jour c'était pour moi une bataille pour comprendre mais qu'est-ce qu'il se passe, et surtout les 2 dernières semaines j'avais vraiment la difficulté en fait à exprimer ce qui s'était passé et à faire en sorte que j'étais crédible. Est-ce que c'est parce que tu t'es sentie pas spécialement comprise, que tu t'es dit que tu n'étais pas crédible? Parce que j'ai l'impression que tu arrivais à bien expliquer enfin je veux dire finalement c'est oui, mais comme je te disais quand j'avais aux urgences, donc et après mon cou a dégonflé, donc après donc on prend les prises de sang. Les prises de sang en fait elles étaient bien. Donc voilà, donc au bout d'un moment, je comprends aussi les médecins, mais c'était vraiment les 2 dernières semaines, même la semaine avant, où vraiment mes prises de sang ont marqué clairement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais avant, non. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'intuition? En fait, est-ce que tu avais une intuition forte? Et qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs, en fait, par rapport à, voilà, cette intuition? Parce qu'on en avait parlé à nous deux avant, en fait. Oui, alors pour moi, donc, c'est très important, donc, de suivre son intuition, parce que c'est l'intuition, en fait, qui m'a sauvée. Évidemment, à côté de l'intuition du médecin, bien entendu. Oui. Donc, mais c'était l'intuition, en fait, qui m'a sauvée parce que, je suis arrivée à voir un médecin extraordinaire, un médecin maxillofacial qui n'avait donc apparemment rien à voir en fait avec ma pathologie, avec l'oncologie, avec le lymphome apparemment, donc à la base. Mais en fait c'est de fil en aiguille que je suis arrivée à travers lui, donc à partir d'un rendez-vous avec un dentiste, et puis je suis allée chez un stomatologue. Le stomatologue m'a renvoyé à lui. C'était vraiment J'ai l'impression que c'est comme une partie de ping-pong en fait, tout est envoyé partout. Oui. Ouais. Mais quelque chose me disait de garder ces rendez-vous. En fait, moi, j'arrivais pas à comprendre parce que voilà, à la base, on pense pas qu'on a un cancer. Donc à la base, en fait, on a la conviction que effectivement, ça peut être les dents, effectivement, ça peut être quelque chose qui concerne la bouche, donc le maxillofacial, la stomatologie. Donc on se convainc au bout d'un moment que oui, effectivement, c'est ça. Donc oui, c'est bien d'aller chez ce spécialiste-là parce que c'est sûr que ça va être ça. Mais quelque chose en fait me disait dans la tête, garde ce rendez-vous, et c'est ce rendez-vous qui m'a vraiment sauvé la vie parce que j'étais presque sur le point de l'annuler. Je me disais mais il y avait quelque chose qui me disait arrive jusqu'au bout, il va y avoir quelqu'un qui va te croire. Je comprends aujourd'hui avec beaucoup de recul que peut-être si on n'a pas été en mesure de me dire
tout de suite, ah oui, tu as un cancer, c'est peut-être parce que on doit aller par étapes. On fait pas comme ça tout de suite une biopsie ou un IRM ou un scanner. M'avait dit le patient vit son corps et dans la relation patient-docteur. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Parce que tu disais, voilà, le docteur doit aider aussi le patient à exprimer ce qu'il ressent. Pour moi, c'est à la base, évidemment, la tâche du médecin de comprendre ce qui se passe. On est bien d'accord. Mais c'est quelque chose, c'est un dialogue qui se construit à deux. Moi, je pense que c'est au patient de donner au médecin les clés pour construire cette relation, ce dialogue. Mais c'est aussi au médecin d'essayer de accueillir les mots du patient, accueillir ses silences, accueillir ses émotions et faire en sorte que le patient puisse s'exprimer au mieux ce qu'il se passe. Aussi de l'aider, en fait, de orienter sa parole. Oui, et c'est en fait un peu de ça que tu veux discuter, en fait. Et j'avais été très frappée à plusieurs réunions, en fait, que pas mal de patients n'étaient pas contents de la relation avec les médecins. Et dans d'autres réunions, il y avait pas mal de médecins qui n'étaient pas contents de la relation qu'ils pouvaient avoir avec leurs patients. Donc, c'est complexe. Ils sont à court de temps, souvent. Je trouve que c'est vraiment chouette que tu nous parles de cette relation horizontale qui fait opposition, en fait, à la position supérieure. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à justement parce que c'est un peu ta spécialité là, cette relation médecin-patient? On doit juste en fait être soi-même et c'est une relation qui se construit. Ça peut pas être, je veux dire, horizontale à 100%, ça je tiens à le dire, parce que on a en fait deux expertises différentes. Donc le patient dans le temps développe l'expertise de la vie avec sa maladie, mais il ne devient pas un médecin. Moi, je ne suis pas aujourd'hui l'experte du lymphome. Moi, je me sens experte de ce que j'ai vécu moi-même avec la maladie, pas avec les autres, pas avec un autre, je vais dire, je comprends le vécu d'un autre patient qui a eu le lymphome, évidemment, et j'expliquerai plus tard aussi pourquoi, mais chacun vit sa maladie de façon différente, même si c'est la même maladie. Donc, moi, je dis que c'est une relation vraiment qui s'est construite dans le temps, mais à la base, il faut vraiment de deux côtés, pour moi, l'authenticité et la transparence. Donc, si on n'est pas authentique et transparent de deux côtés, on ne peut pas construire une relation de confiance. Et pour moi, relation de confiance, c'est même un peu, ne rend pas trop peut-être justice à ce que j'ai vécu personnellement. Moi, je sens vraiment d'avoir construit vraiment une alliance thérapeutique. Mais c'est intéressant de parler de l'alliance, en fait. L'alliance thérapeutique, c'est vrai que quand on est pris en charge par des équipes pluridisciplinaires, on a vraiment l'impression d'avoir toute une équipe, toute une famille, et tout le monde n'a pas la chance d'avoir une relation comme ça, une alliance thérapeutique. Je trouve que c'est un très joli terme. Mais comme tu disais, en fait, Delphine, ça s'est construit. Oui. Parce que moi, j'étais aussi, en fait, on m'a dit toujours plus tard, quand je suis allée remercier les médecins, qu'ils ont dit, oui, mais on a eu aussi une patiente comme toi qui était très collaborative. Oui. Donc, moi, j'étais aussi dans cet esprit-là. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai vu, par contre, qui était un peu plus dans la rage, c'était dans une phase encore de travail, de acceptation de la maladie, et que certaines fois, en fait, on a tendance aussi presque à agresser le médecin parce qu'on est fâché avec soi-même. Donc, en fait, ça dépend aussi de la phase de l'acceptation de la maladie du patient. Oui, c'est vraiment très intéressant. C'est pas simple. Oui, c'est pas vraiment simple intéressant de construire ça. Oui, c'est ça, de se dire, parce que c'est vrai, j'entends des patients qui ne disent que voilà, ils ont été inhumains, ça a été épouvantable, mais j'ai jamais fait le rapprochement que peut-être en fait la maladie était encore trop difficile à accepter. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. En sûr, fait, pour moi, comme tu disais, Delphine, pour moi, il faut aussi essayer de comprendre de l'autre côté ce que le médecin vit aussi. En fait, quand j'ai rencontré la chirurgienne qui m'a opéré de la biopsie, quand je l'ai rencontrée plus tard, celle qui m'a dit tu étais super collaborative et que tu nous as aussi permis de travailler bien avec toi. Donc ça, en fait, m'a beaucoup interpellée parce que elle m'avait dit qu'elle rencontrait souvent, ça arrivait qu'elle rencontrait des patients qui étaient fâchés avec elle, mais elle, justement, elle comprenait ces moments de détresse du patient, de rage, c'est normal. Mais elle aussi, la pauvre, elle devait aussi faire son travail. Je veux dire, en fait, c'est vraiment, il faut comprendre les deux acteurs dans cette relation. Moi, je dis qu'il faut vraiment comprendre les deux, même si évidemment,
c'est le patient qui a besoin d'être soigné. Donc, c'est lui Tout à fait, qui a... mais c'est très intéressant parce que c'est quand même, on a affaire à deux humains. Puis c'est vrai que moi, j'aimerais bien inviter aussi sur le podcast, voilà, beaucoup de médecins pour connaître aussi leur petit voyage intérieur parce que c'est pas facile, hein, non plus, hein. Je veux dire, ils doivent être empathiques sans sombrer, ils doivent, oui, faire face à des patients qui sont dans un tsunami émotionnel pas possible. Donc, j'aimerais que tu m'expliques en fait les projets que tu as maintenant. Qu'est-ce que tu désires créer par rapport à tout ça justement? Cette maladie m'a apporté beaucoup dans ma vie, malgré toute la souffrance qui était là. J'ai essayé en fait de transformer l'expérience de la maladie dans quelque chose de positif et j'ai mis en place aujourd'hui avec quelques patients qui m'ont rejoint dans ce projet, l'association Action Lymphome Wallonie-Bruxelles. Et c'est en fait une association que j'ai créée parce que c'était plutôt sur l'initiative de certains médecins lors de la journée des patients atteints de lymphome à Bruxelles. Et pendant cette journée, il y a des médecins qui nous ont parlé du manque d'une association francophone en Belgique pour les patients atteints de lymphome. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris l'initiative de rassembler d'autres patients et j'étais fort interpellée par ces messages et je me suis dit que c'était vraiment le moment de transformer cette expérience de la maladie en quelque chose de positif. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de transformer tout ça dans le pays qui m'a sauvé la vie. Dans le pays qui t'a sauvé la vie, oui. Et cette année, donc, je me suis formée. Donc, bientôt, je serai diplômée au diplôme partenariat patient-soignant. Ah, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, ces études-là? Oui, avec plaisir, oui. À la faculté de médecine de Montpellier. Donc, j'ai vécu 9 ans à Bruxelles et après, je suis venue ici à Montpellier pour recommencer ma vie professionnelle. Et en même temps, donc, j'ai décidé de continuer mon voyage vers la découverte du monde de la santé pour acquérir d'autres compétences. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de suivre cette formation. Et le but, c'est justement de acquérir d'autres compétences et de les enrichir pour mieux accompagner les patients dans la construction du parcours de soins en collaboration avec les professionnels de santé et pouvoir intervenir aussi en tant que patient formateur dans la filière de santé, donc dans la formation des futurs médecins, pour faire en sorte que les médecins puissent comprendre à travers la parole du patient quel est l'impact en fait de leur action sur le traitement donc de la maladie. Et donc c'est vraiment pour améliorer la relation patient-soignant. D'un côté, oui, c'est ça, parce que ça c'est un parcours qui permet de mieux comprendre les enjeux de la relation patient-soignant, mais ceci vraiment dans l'idée de inclure les patients dans la co-construction du parcours de soins, notamment dans des programmes d'éducation thérapeutique. Oui. Et aussi dans le co-enseignement, c'est-à-dire que le patient est inclus dans les formations de professionnels de santé pour expliquer et témoigner de son expérience et à travers ce témoignage, il va faire comprendre aux médecins quel est l'impact de leur action sur la pratique de soins. Donc c'est vraiment dans l'idée de collaborer avec les professionnels de santé en faisant en sorte que les deux savoirs, le savoir du professionnel et le savoir du patient, deviennent complémentaires. L'idée n'est pas du tout de remplacer des savoirs, au contraire, mais c'est de faire en sorte que les deux savoirs puissent être complémentaires pour aider et accompagner les autres patients à mieux vivre leur maladie. En France, donc, on parle beaucoup de patients experts, oui, mais on parle aussi de patients partenaires. Et il y a juste une question en fait de terminologie. Je n'aime pas patient expert parce que il faut préciser que c'est expert de la vie avec sa maladie. Moi, je préfère plutôt la dénomination de patient partenaire parce qu'on crée un partenariat. L'idée, c'est d'être en partenariat avec les... Mais donc, je sais qu'il y a des projets pilotes là en Belgique. C'est vraiment pas encore une profession qui est très très développée. Et donc, en fait, l'idée, c'est carrément de rejoindre une équipe pluridisciplinaire et puis de faciliter la communication entre les patients et les soignants. Et c'est terriblement important parce que j'imagine aussi qu'un patient va peut-être plus facilement se confier à un patient expert. Parfois, on oublie tellement de dire plein de choses parce qu'on est tellement sous le choc des nouvelles. Et après, de savoir qu'il y a un patient partenaire qui peut récolter encore des informations et qui peut faire remonter ces informations auprès du médecin, c'est très précieux. Donc, en fait, l'idée, c'est que le patient, il peut soit agir dans sa propre pathologie, soit agir dans d'autres pathologies. Ça, c'est mon expérience ici en France. Donc, je suis en train de comprendre qu'il y a vraiment des vécus qui sont communs à toute pathologie, même si chaque pathologie est différente. Et c'est dans ce sens-là que le patient peut aider un autre patient
peut plutôt qu'aider, je dirais l'accompagner Oui. à faire en sorte que lui mobilise soi-même les ressources pour mieux faire face à la maladie au quotidien. Oui, c'est ça, c'est l'accompagner parce qu'effectivement, je veux dire, même si chaque cancer est unique, il y a le langage est souvent le même, les ressentis sont souvent les mêmes. Alors, au sein de ton association, quels sont les objectifs pour l'année à venir, on va dire, peut-être, ou les années à venir? Voilà, donc nous avons trois missions, c'est surtout donc de soutenir les patients à travers des groupes de parole et de les accompagner, ce que nous faisons déjà aujourd'hui à travers des cafés virtuels, puis de informer concernant les avancées donc de la recherche, et puis de soutenir la recherche et mettre en lumière tous les nouveaux donc traitements. Et donc, nous avons en fait ces trois objectifs. Et l'idée, c'est vraiment de se développer. Nous sommes une toute jeune organisation. Nous sommes 4 pour le moment, dans vraiment un tout petit groupe. Oui. L'idée, c'est vraiment de mettre en place l'ASBL, ce qui va être fait très bientôt. C'est en cours. Et d'essayer de représenter au maximum donc des patients dans la partie francophone en Belgique. On a déjà un système de parrainage. On a organisé plein d'événements aussi en ligne, notamment sur l'annonce de la maladie avec une psychologue, l'importance de gérer une activité physique avec un kiné. Oui. Donc voilà, on est en train de lancer des événements pour accompagner les patients dans ces différentes phases du parcours avec la maladie. Effectivement, on a parlé du parcours du patient, c'est comme ça qu'il s'appelle notre événement principal de l'association. Alors, il y a des choses en ligne, enfin, il y a des informations en ligne, donc nos amis les Français qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup, peuvent profiter de toutes ces informations sur le site internet, j'imagine. Hein? Bien sûr. awlb.be. De toute façon, je mettrai toutes les informations sur la page du site et voilà, parce que je trouve que c'est les groupes de parole. Alors, ça va être vraiment réservé à des Belges ou va y avoir des réunions par Zoom Alors, nous faisons ça déjà depuis en fait un an et sont des réunions en fait. C'est pas une question de réserver aux Belges ou pas, c'est que c'est en fait un groupe. Les groupes de parole ont lieu dans notre groupe privé Facebook et donc sont des groupes de parole réservés aux membres, donc aux patients de l'association, et pour créer un espace un cadre confiant et rassurant. En France, il y a l'association très connue en France, la Pomme Espoir, qui est notre source d'inspiration et que je souhaite remercier publiquement. Donc, mais oui, ces groupes de parole sont pour les patients de la partie francophone, voilà, de la Belgique. De la Belgique. Oui. Mais les informations sur le site sont évidemment ouvertes à tout le monde. Bien sûr. Alors, Marie-Angela, en fait, je suis en train de réaliser que tu as Ange dans ton nom, donc tu as Marie-Ange. Oui. Ça ne m'étonne pas que tu aies rencontré plein d'anges, parce que tu en es un toi-même. Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast par rapport à peut-être ton expérience personnelle, ce que tu as envie de dire aux femmes, par rapport à tous tes projets? Tu me dis ce que tu souhaites pour on va dire conclure ce podcast. Alors moi, je souhaiterais dire que cette expérience m'a apporté beaucoup. Pour moi, c'était une opportunité dans ma vie. Ça m'a permis de me recentrer et de chercher vraiment l'humain dans tout ce que je fais. De suivre son intuition, de s'écouter, d'être moins rigide par rapport à soi-même. C'est un travail que je fais personnellement, c'est pas du tout simple pour moi non plus. Et de essayer de transformer chacun comme on peut, comme il souhaite, cette expérience de la maladie en quelque chose de positif. J'étais super bien entourée par ma famille, par mes proches, et je tiens aussi à dire que c'est très important le soutien donc de l'entourage et le soutien que j'ai eu de la part des médecins vers ma famille. Ah, ça c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ça c'est très important et c'est pas rien. Donc mes parents ont été là et maman surtout, elle est restée là beaucoup de temps et ils parlaient pas vraiment bien français. Mais ils se sont sentis vraiment, eux aussi, traités comme des personnes. Par les médecins. Oui. Donc, c'est une expérience, en fait, que nous tous, en fait, on garde dans notre cœur de façon positive. C'est paradoxal à dire, mais l'expérience de la maladie est quelque chose qui te touche énormément. Mais tout dépend de la façon dans laquelle on la vit. On décide, en fait, de la vivre. On n'a pas de choix. Soit on pleure chaque jour,
ce qui est bien et il faut le faire parce que c'est important de dégager, je veux dire, de libérer ses émotions. Mais de l'autre côté, il est important de réagir. Chacun à son rythme, chacun comme il peut, chacun comme il le sent. Mais l'important pour moi, c'est de suivre son intuition et de essayer vraiment de s'exprimer au mieux, exprimer sa souffrance, exprimer avec l'entourage aussi, avec le médecin, ce qu'on ressent. Dans le sens que certaines fois, on s'attend que l'autre personne puisse comprendre, ressentir exactement ce que tu ressens. Ouais. C'est pas toujours le cas. J'ai eu la chance d'être très bien entourée, mais il y a eu des moments où c'était très difficile au niveau personnel. J'ai décidé de concentrer mes énergies et mes intérêts vers ce domaine-là. Et là, j'ai senti une impulsion très forte et surtout l'association a fait que mes intérêts se dirigeaient vraiment vers le domaine de la santé. Et c'est surtout l'association qui a fait que j'ai senti le besoin de mieux accompagner le patient ou d'enrichir mes compétences pour légitimer de quelque façon mon expertise en tant que patiente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis en place un petit blog qui s'appelle Entre patients, parcours d'engagement et résilience, dans lequel je relaie des événements au niveau de la santé. Et je parle aussi de la relation patient-soignant. C'est un sujet quand même très très important, cette relation patient-médecin. En tout cas, vraiment. Qui me passionne énormément. Qui te passionne énormément et d'avoir fait ces études. Merci en tout cas de parler de cette relation aussi importante qui dure des mois, parfois des années. Donc, c'est quand même important d'avoir une très très bonne relation. J'entends beaucoup de patients qui doivent changer de médecin parce que la relation n'est pas bonne. Donc, pour moi, je pense que c'est aussi une clé. Je vais pas dire de la guérison parce qu'on n'est pas là, mais une clé vraiment pour que le parcours se passe le mieux possible. Et je mettrai évidemment toutes tes informations. Merci en tout cas pour ton message très positif. Merci tout cœur. Et puis j'espère que tu vas encore poster sur Instagram toutes des informations qui peuvent servir aux patients. Et vraiment, merci à toi. Merci à toi Delphine beaucoup. Et voilà, donc c'est une clé de résilience. Une clé de résilience, merci. Voilà, exactement. Oui. Je t'embrasse très très fort. Merci beaucoup. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait l'écoute toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.